Un jeune noir de 13 ans choque la salle d'audience avec un argument juridique auquel personne ne s'attendait. Un jeune noir de 13 ans choque la salle d'audience avec un argument juridique auquel personne ne s'attendait. Les lourdes portes en bois de la salle d'audience grincèrent et le bruit de pas qui approchaient résonna dans la grande salle. L'odeur du chêne vieilli et les légères traces de cirage flottèrent dans l'air, se mêlant à une tension si intense qu'elle étouffait même les spectateurs les plus calmes. La grande salle, avec ses colonnes imposantes et ses moulures complexes, semblait dominer ceux qui osaient y entrer, ses murs témoignant d'innombrables verdicts, chacun changeant une vie à jamais. Un silence s'abattit sur la foule, tandis que tous les regards se tournaient vers le jeune garçon qui entrait dans la salle. Malcolm Reed, 13 ans, avançait avec une attitude de défi rigide. Sa petite silhouette engloutie par le costume trop grand qu'il portait, le tissu se froissant maladroitement à ses manches et se gonflant autour de ses chevilles. Il serra les mâchoires, ses yeux sombres scrutant la salle avec un mélange de méfiance et de ressentiment, comme s'il mémorisait chaque visage, chaque détail. Il savait pourquoi il était là, mais il connaissait aussi la vérité, le genre de vérité que personne ne voulait entendre. À ses côtés, son avocat commis d'office, Michael Graves, marchait, le poids de l'inéluctabilité pesant sur chacun de ses pas. Son costume, bien que mieux ajusté que celui de Malcolm, portait les plis fatigués d'un homme ayant depuis longtemps abandonné l'idée de justice. De l'autre côté de Malcolm, une assistante sociale, le visage tiré, les épaules affaissées sous le poids de trop de vies brisées, suivait le pas, sa présence plus procédurale que réconfortante. Assis à la table de l'accusation, le procureur Charles Whitmore dégageait une assurance calculée. Son costume était impeccable, sa cravate nouée à la perfection, chacun de ses mouvements mesurés et réfléchis. Homme qui prospérait grâce au taux de condamnation et à la faveur politique, Whitmore était là pour faire ce qu'il faisait le mieux, gagner. Son regard ne quittait jamais le garçon, froid et implacable, comme s'il prononçait déjà la sentence dans son esprit. Malcolm en ressentait le poids, mais refusait de se laisser écraser. De l'autre côté de la salle, à la table de la défense, Graves s'installa, passant une main sur son visage fatigué avant de poser sa serviette usée. L'affaire était déjà perdue. Tout le monde dans la salle le savait. Une condamnation d'avance, enveloppée dans un spectacle de légalité, un procès-spectacle destiné à renforcer le récit déjà vendu au public. Les pièces du puzzle avaient été arrangées bien avant même que Malcolm ne mette les pieds dans la salle d'audience, et il savait qu'il n'était qu'un pion de plus dans un jeu bien plus vaste. Dans l'auditoire, les premiers rangs n'étaient pas occupés par des citoyens inquiets ou des proches pleins d'espoir, mais par des hommes d'influence, des politiciens de haut rang, des représentants des forces de l'ordre et des personnalités dont les noms pesaient lourd dans les bas-fonds de la ville. Le commissaire de police Henry Calloway était assis, les mains jointes sur les genoux, l'expression indéchiffrable, mais la présence indéniable. À côté de lui, le sénateur Gerald Langston dégageait une autorité tranquille, son costume sur mesure et ses chaussures cirées contrastant fortement avec la morosité du procès qui se déroulait devant lui. Ils n'étaient pas là pour Malcolm. Ils étaient très là pour s'assurer que tout se déroule exactement comme prévu. L'affaire, du moins pour le public, était simple. Malcolm, un pauvre gosse de banlieue, avait agressé un policier en congé. Leonard Briggs, un policier décoré, était désormais assis dans un fauteuil roulant, la colonne vertébrale fracturée, sa carrière terminée. L'histoire avait été placardée sur tous les médias, les gros titres brutaux et accablants. Un adolescent voyou attaque un policier héros et le laisse paralysé. L'accusation avait brossé un tableau sombre. Un jeune violent avec un passé de petite délinquance. Une bombe à retardement qui avait finalement explosé. Le méchant parfait. Mais ceux qui y regardèrent de plus près, ceux qui n'étaient pas aveuglés par le récit bien ficelé, voyaient des failles dans l'histoire, des incohérences, des failles que personne ne voulait reconnaître. Malcolm les voyait aussi. Ses doigts s'enroulaient dans le tissu de son pantalon trop grand, le tissu grattant contre sa peau. Son rythme cardiaque était régulier mais pas calme, plutôt un chaos contrôlé,
comme un feu sous la surface attendant qu'une rafale de vent l'allume. Toute sa vie, on lui avait dit qui il était censé être, une statistique, un produit de son environnement, une cause perdue. Mais il ne l'était pas. Il savait ce qui s'était passé cette nuit-là. Il connaissait la vérité, même si personne d'autre ne se souciait de l'entendre. Le juge Warren Alden entra, sa robe flottant au vent tandis qu'il prenait place derrière le banc surélevé. Le coup sec d'un marteau résonna dans la salle, rappelant l'ordre. Le procès commençait, et pourtant, pour Malcolm, il avait commencé bien avant même qu'il n'entre dans cette salle d'audience. Le verdict était un scénario, le procès une simple mise en scène pour le public. L'accusation ne perdit pas de temps, exposant méthodiquement sa version des faits avec une précision chirurgicale. La voix de Whitmore était douce, son débit impeccable, ses mots tranchant la salle comme une lame aiguisée. Il parle de l'agent Briggs comme d'un homme dévoué à la sécurité de sa communauté, un protecteur trahi par ceux-là même qu'il avait juré de servir. Il parle de Malcolm comme de l'opposé, un enfant perturbé, fruit de foyers brisés et de mauvaises influences, une menace pour la société. Ces mots dépeignaient Malcolm comme s'il était destiné à ce moment, comme si sa culpabilité était non seulement prévisible, mais inévitable. Grave remua sur son siège, mais ne dit rien. Il savait qu'il valait mieux ne pas l'interrompre. Son client n'était pas le genre de garçon à qui l'on accorde le luxe de la compassion. Le premier témoin fut appelé, un collègue policier arrivé sur les lieux le soir même. Son témoignage était répété, peaufiné, ses propos renforçant le récit élaboré dès l'arrestation de Malcolm. Il décrivit Briggs comme une victime, Malcolm comme un agresseur. Il évitait les détails qui compliquaient le récit, omettant tout ce qui ne servait pas les intérêts de l'accusation. Et pourtant, Malcolm resta immobile. Ses yeux ne quittèrent pas l'officier pendant qu'il parlait. Il entendait le rythme répété, les omissions délibérées. Le poids de cette parole pesait sur sa poitrine, lourd mais familier. À mesure que l'accusation poursuivait, le tableau qu'elle dressait devenait plus accablant. Les preuves présentées étaient innombrables. Des images de sécurité ne montrant que ce qu'elle voulait montrer au jury, des témoignages de personnes déjà convaincues, un historique d'infractions mineures amplifié jusqu'à devenir monstrueux. Mais la vérité était tout autre. Malcolm n'avait jamais attaqué Leonard Briggs. Cette nuit-là, dans la ruelle froide où tout s'était passé, Malcolm courait. Non pas vers l'agent, mais loin de quelque chose d'autre, de quelqu'un d'autre. Il avait trébuché, percuté, mais sans agressivité. L'impact avait été un accident, un moment de peur et de confusion transformé en quelque chose de bien plus sinistre. Mais ce n'était pas l'histoire qu'ils voulaient. Ce n'était pas l'histoire dont ils avaient besoin. Et donc, elle avait été réécrite. Il avait vu le regard de Briggs dans ses premiers instants avant que le monde ne décide de la vérité. Une lueur dans les yeux de l'agent, quelque chose entre la colère et le regret. Mais maintenant, Briggs était assis dans son fauteuil roulant, le visage empreint d'une résolution stoïque. Il ne remettrait pas en question le récit. Il ne sauverait pas le garçon assis devant lui. Parce qu'il n'avait jamais été question de justice. Il s'agissait de contrôle, de faire un exemple, de s'assurer que certaines personnes connaissent leur place. Et Malcolm Reed n'était qu'un rappel de plus. 2 semaines plus tôt, dans un bureau faiblement éclairé, enfoui au cœur de l'hôtel de ville, une réunion secrète avait eu lieu. L'odeur lourde de fumée de cigares flottait dans l'air, se mêlant à l'amertume du whisky versé dans des verres en cristal, intacts, posés sur la table en acajou poli. Le commissaire Henry Calloway se renversa dans son fauteuil, les doigts croisés, observant l'homme tremblant devant eux. Le sénateur Gerald Langston était assis à côté de lui, l'expression indéchiffrable, tandis que le procureur Charles Whitmore restait parfaitement immobile, son regard calculateur rivé sur l'officier brisé qui se trouvait devant eux. Leonard Briggs, autrefois un agent de la force publique décoré, était maintenant assis, le dos voûté, les poings serrés sur ses genoux. Il était devenu un handicap. Il en avait trop vu, appris des choses qu'il n'aurait pas dû apprendre, et, plus important encore, il avait parlé alors qu'il aurait dû se taire. Briggs avait mis au jour un réseau de corruption profondément enraciné, impliquant les plus hautes sphères du système judiciaire.
Des nuits blanches passées à éplucher des dossiers, des conversations à voix basse entendues dans les couloirs des commissariats et des tribunaux, et le sentiment désagréable que quelque chose clochait terriblement l'avait conduit ici. Il était tombé sur des preuves irréfutables, prouvant que certains politiciens et représentants des forces de l'ordre avaient orchestré les condamnations injustifiées de dizaines de jeunes hommes noirs, les utilisant comme boucs émissaires pour couvrir leurs propres activités criminelles. Il avait d'abord hésité, doutant que ce qu'il avait découvert soit aussi sinistre qu'il le paraissait, mais ensuite il avait vu les noms, les faux aveux, les preuves manquantes, et il avait compris, c'était délibéré. Sa conscience l'avait emporté et il avait menacé de se manifester. C'était une erreur. Un avertissement avait d'abord été lancé, subtil, sous la forme d'un dossier manquant sur son bureau, d'une ligne téléphonique sur écoute, d'un inconnu surveillant sa maison, depuis une voiture garée de l'autre côté de la rue. Puis l'avertissement s'était transformé en quelque chose de bien plus brutal. Il avait été agressé avant même d'avoir pu agir, laissé handicapé à vie, et la faute avait été imputée à un garçon sans défense. Malcolm s'était trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Le système avait déjà décidé de son sort avant même le début du procès. L'injustice s'était accélérée. À mesure que l'affaire progressait, des témoins qui auraient pu parler en sa faveur se sont mystérieusement rétractés. Des voisins qui avaient autrefois accepté de témoigner ont juré n'avoir rien vu. Un commerçant qui avait fourni des images de surveillance de la ruelle la nuit de l'agression a soudainement affirmé que ses caméras avaient mal fonctionné. Les preuves ont disparu. Les policiers qui avaient autrefois chuchoté au sujet des enquêtes de Briggs évitaient désormais son regard. Même Graves, l'avocat de Malcolm, commençait à ressentir la pression. Des appels téléphoniques tard dans la nuit le sommaient d'abandonner l'affaire. Des enveloppes non marquées glissaient sous sa porte contenant des photos de sa famille, de sa carrière et de sa vie privée ne tenaient qu'à un fil. Les médias joueraient leur rôle avec précision, nourrissant le public d'un récit soigneusement élaboré d'un adolescent dangereux et incontrôlable qui avait finalement dépassé les bornes. Puis, alors que l'audience approchait de son point médian, l'inattendu se produisit. Une femme entra dans la salle d'audience. Elle se déplaça rapidement mais résolument, ses talons claquant brusquement sur le sol en marbre, le son résonnant dans la salle tendue. Vêtue d'un tailleur bleu marine impeccable, ses cheveux noirs tirés en un chignon lisse, elle respirait la confiance et l'urgence. Un dossier serré dans ses mains, elle jeta à peine un coup d'œil au juge avant de se glisser au dernier rang de la salle. Sa présence ne passa pas inaperçue. La mâchoire de Whitmore se serra légèrement. Les doigts de Calloway tressaillirent sur le bois poli de la section réservée aux spectateurs. Langston, pour la première fois du procès, remua sur son siège. Quelque chose n'allait pas. L'avocat de Malcolm, Graves, le sentit aussi. Il avait passé des années dans des salles d'audience comme celle-ci, à mener des batailles qu'il gagnait rarement. Il avait appris à reconnaître l'odeur du désespoir, le poids d'un combat perdu d'avance. Mais là, c'était autre chose. L'arrivée de la femme provoqua une onde de choc dans la salle, une tension inexprimée qui n'existait pas quelques instants auparavant. Le juge ordonna une brève suspension d'audience, mais l'atmosphère avait changé. Des conversations chuchotaient entre les mains, des regards échangés avec une appréhension voilée. La femme resta assise, l'expression indéchiffrable, ses doigts tambourinant légèrement sur le dossier en papier Kraft. Elle avait quelque chose qui n'avait pas sa place dans cette salle d'audience, quelque chose qui pouvait tout changer. Malcolm, silencieux jusqu'à présent, l'observait attentivement. Il savait qu'il valait mieux ne pas espérer. L'espoir était une chose dangereuse. Mais pour la première fois depuis qu'il avait franchi ces lourdes portes de bois, il sentit quelque chose bouger, une possibilité, une fissure dans les murs soigneusement construits qui l'entouraient. Grave s'approcha d'elle avec prudence pendant la pause, la voix basse, le ton sceptique. Elle répondit sans hésitation, ces mots précis, mesurés, portant le poids de quelqu'un qui avait vu des choses qu'elle n'aurait pas dû voir. Une journaliste,
révéla-t-elle, qui suivait les affaires de corruption depuis des années. Elle était tombée sur l'histoire de Malcolm par hasard, mais avait vite compris qu'elle était bien plus vaste qu'un seul garçon. Le dossier qu'elle tenait contenait des documents, des rapports de police modifiés, des registres de preuves faisant état d'éléments manquants, la déclaration d'un témoin disparu quelques jours avant le début du procès. Un lien direct entre l'affaire Malcolm et quelque chose de bien plus insidieux. Alors que la salle d'audience se remplissait à nouveau, le regard de Whitmore la fixa, son calme habituel se brisant sur les bords. Il savait ce qu'elle avait, il connaissait les conséquences, si jamais cela voyait le jour. La mâchoire de Calloway se serra, Langston murmura quelque chose. Malcolm, ignorant les détails mais sentant le changement, se redressa. Le procès n'était plus une représentation, c'était un champ de bataille. Lorsque le juge a rappelé l'audience, l'atmosphère était chargée d'une nouvelle émotion, une imprévisibilité inédite. Le scénario avait été modifié, les plans soigneusement élaborés avaient été perturbés. L'affaire, dont l'issue était autrefois prédéterminée, avait pris une toute autre tournure. Et pour la première fois depuis le début, Malcolm Reed avait une chance. S'ensuivit un chaos total. Grave, désormais enhardi, exigea le non-lieu, sa voix s'élevant au-dessus du brouhaha de la salle d'audience. Le juge, dont le sang-froid soigneusement conservé s'effritait, essuya la sueur de son front et rejeta la requête, mais le vent avait déjà tourné. Les paroles de Malcolm s'étaient répandues comme une traînée de poudre, déclenchant un embrasement incontrôlable. Les journalistes griffonnaient furieusement, les caméras cliquaient et les murmures de dissidence enflèrent jusqu'à devenir quelque chose de plus dangereux. Le doute. Puis, comme si le destin lui-même s'en était mêlé, une agitation éclata à l'entrée. Un détective privé échevelé mais déterminé poussa les lourdes portes, serrant contre lui une épaisse pile de documents. La salle retint son souffle tandis qu'il avançait, chacun de ses pas constituant un défi aux hommes puissants qui avaient orchestré ce procès. « Votre honneur !» La voix de l'enquêteur résonna, tranchant la tension. « J'ai la preuve irréfutable que cette affaire est un coup monté. L'agent Briggs a été agressé par des hommes de main, pas ce garçon. Et j'ai des preuves reliant des responsables clés à un complot judiciaire. » Le marteau du juge frappa du bois, une tentative désespérée de reprendre le contrôle. Mais il était trop tard. La vérité avait éclaté, se propageant dans la salle d'audience comme une onde de choc. Le visage de Calloway s'assombrit, la prise de Langston sur sa chaise se resserra, et l'expression de Whitmore se figea. Les fondations qu'ils avaient bâties sur le mensonge et la manipulation s'effondraient sous leurs pieds, et ils ne pouvaient rien faire pour les arrêter. Malcolm resta immobile, le pouls battant, le souffle court. Il était entré dans cette salle d'audience comme un enfant condamné, avant même d'avoir eu la chance de se battre. Mais voilà qu'il avait fait ce qu'aucun d'eux n'attendait. Il les avait dénoncés. Le monde extérieur entendrait ce qui s'était passé ici aujourd'hui. La machine qui avait dévoré tant de personnes avant lui s'était finalement étouffée dans la vérité. À la fin de la semaine, les fissures étaient devenues irréparables. Langston avait démissionné dans la honte. Calloway, autrefois intouchable, faisait maintenant face à une enquête interne qui menaçait de défaire des années de tromperie. Le procureur Whitmore, l'homme dont la carrière reposait sur des condamnations calculées, s'était discrètement retiré de l'affaire. Le procès s'est terminé non pas par un coup de marteau scellant le sort de Malcolm, mais par son acquittement, les chaînes de l'injustice tombant enfin. En sortant, devant les journalistes dont les caméras étaient désormais braquées sur lui, devant les fonctionnaires qui s'étaient crus invincibles, Malcolm a compris quelque chose de profond. La vérité avait du pouvoir. Même face à la corruption, même lorsque les chances semblaient insurmontables, une seule voix, la sienne, avait ébranlé les fondations d'un empire. Et à cet instant, il n'était plus seulement un jeune homme. Il était une force,